Véricelle, le 12 avril 2013, des Vivas et des Voix, en compagnie de Pierre Lebellage. Bonjour. Bonjour. Puis-je vous demander de quelle région vous êtes originaire, car dans votre voix, il y a un petit accent qui chante? Alors, je suis originaire de Perpignan. Actuellement, je vis à Toulouse depuis 2 ans. Donc, c'est l'accent de Perpignan plutôt, plus que l'accent de Toulouse. Je ne sais pas si mon oreille ferait la différence. Depuis quelque temps, vous faites une tournée où vous êtes en première partie d'un Belge qui a un autre accent, Claude Semal, oui. Claude Semal, et c'est lui qui vous a choisi? Non, ça s'est fait un petit peu par hasard. Il s'est trouvé que Jacqueline Giraudet, je crois, De qui s'occupe l'Isère. de chansons buissonnières, avec Serge, m'avait entendu à Entraigues. Il m'avait dit on aimerait bien te faire passer, mais il y a 1 an et demi de ça. Et il s'est trouvé que donc c'était prévu de longue date et que je joue en première partie de Claude Semal. Ça s'est fait un petit peu par hasard pendant 3 jours. Hier, je crois, vous étiez dans le Puy-de-Dôme, à Blanza. Oui, Blanza, oui, pour le festival On connaît la chanson. Vous avez été, vous l'avez évoqué, identifié, reconnu à Barjac en 2012. Oui. Il y a pas mal de vidéos sur Internet qui témoignent d'une petite montée en puissance, d'une mayonnaise qui est en train de prendre à votre sujet. On vous dit malicieux, tendre, décalé. On dit ce n'est pas quelqu'un qui ferait de la chanson auto-bio-égocentrique, mais il nous parle du monde. Et c'est ce que j'ai pu lire, oui, ça m'a fait plaisir. Bon, je l'ai pas trop réfléchi comme ça au début. J'ai fait des chansons sur ce qui m'entourait. Et effectivement, ça a un petit peu surpris. Parce que je crois que c'est un petit peu... je fais partie d'une génération qui parle beaucoup... beaucoup d'auteurs qui parlent de leur petit quotidien, quoi. Et moi, j'ai plutôt des références qui sont dans le passé, bon, Bobby Lapointe, Brassens, tout ça. Alors on parle beaucoup du tonton Georges à votre sujet. On dit ça y est. Mais on l'a dit pour beaucoup, alors il y en a qui sont méfiants, on l'a dit pour d'autres et ils ont disparu de la circulation. Ça vous énerve cette comparaison? Oh ben non, ça m'énerve pas, ça me flatte, mais c'est vrai que c'est un peu... c'est lourd à porter, c'est difficile. Et puis, moi je l'ai beaucoup écouté, c'est ma référence, c'est sûr. Dans l'écriture, dans la perfection de la forme et dans le fond aussi. Mais je crois que c'est plutôt parce que j'ai un accent, que je m'accompagne à la guitare et qu'il y a peut-être... voilà, les gens, peut-être une simplicité parce que je parle pas beaucoup entre les chansons. Je pense que par rapport au style, je sais pas s'il y a beaucoup de points communs, je sais pas. Mais c'est vrai qu'on m'en parle souvent. Comme d'une référence, c'en est une, c'est sûr. Mais cette référence, vous l'acceptez. Ah oui, tout voilà, à fait. Il y a Tout à de fait. bons héritages. Oui, bien sûr. Vous avez cité cette remarque que l'on cite à votre propos. J'ai lu aussi sur Internet, pas de blabla entre les chansons. Alors c'est vrai, pour en avoir parlé avec Michel Quimper, il y a certaines personnes, allez, on exagère un peu, mais il y a autant de présentations des chansons que de chansons elles-mêmes. Autant de discours sur la chanson Oui. qui va venir. Et c'est vrai que les gens ne viennent pas pour entendre des commentaires très personnels. Alors, moi, ça m'a un peu desservi. C'est vrai qu'on me dit qu'il faudrait que tu fasses un effort pour présenter. Moi, je suis pas à l'aise avec ça, c'est tout. Je trouve que je dis tout ce que j'ai à dire dans mes chansons et puis je suis pas un bavard dans la vie, donc j'ai du mal à prendre le micro. Et puis c'est vrai que je fais aussi partie de ce public qui aime pas trop voir un artiste parler beaucoup plus. Effectivement, il y a des artistes qui font ça, qui sont très à l'aise et du coup, entre les chansons, ça s'éternise un petit peu. Bon, il y a deux écoles, il y en a qui aiment beaucoup les gens qui sont très à l'aise et d'autres... On peut être à l'aise sans forcément Ouais, moi je suis pas trop à raconter l'aise sa quand je vie. prends la parole, voilà, c'est sûr, c'est difficile. Il y a une chanson qu'on retrouve plusieurs fois en vidéo sur Internet, c'est Le cas Sandra, en 3 mots, Le cas Sandra, qui parle d'un crime. Ouais. Et vous faites référence à Colombo, vous faites référence au colonel Moutarde de Cluedo. Voilà des références que l'ami Brassens n'aurait pas eues. Ça montre bien que, oui, d'accord, l'oncle Georges est là, mais le temps a passé.
C'est une autre génération. Oui, 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 on n'a pas les mêmes références, c'est sûr. Alors, pour le Cassandra, en fait, c'est ma première chanson. Donc, je l'ai écrite il y a 3 4 ans de ça. Et c'est une amie qui avait fait un court métrage. C'est l'histoire du Cassandra, en fait, une sorte de un assassinat. On ne sait pas trop comment ça s'est passé. Il y a on parle beaucoup autour de ça. Elle m'avait demandé de faire donc une musique pour illustrer ce court métrage. Je n'y arrivais pas et donc j'ai dit écoute, je vais essayer d'écrire une chanson et j'ai fait le Cassandra. Et il s'est trouvé que cette chanson a plu puisque le court métrage n'a pas été primé, il est quand même sorti, je crois. Et j'ai eu la surprise de voir que mon titre était diffusé sur certaines radios associatives. Ça avait plu. Et c'est comme ça que ça a un petit peu démarré, parce que j'écrivais aucune chanson en fait avant. J'étais pas du tout. Mais musicien alors, Ouais, puisqu'on oui, on vous musicien, j'ai demande. beaucoup accompagné des auteurs. Et puis je faisais aussi la seconde guitare dans des trios Brassens. Donc c'est un univers que je connais très bien. Le répertoire de Brassens, je le connais même mieux que le mien. Vous faisiez ce que faisait Joël Favreau Voilà, autrefois. Favreau, c'est qu'il y avait Barthélemy Rosso, que j'aime beaucoup, qui avait joué avec Ferré aussi. Favreau, c'est différent. C'est très bien, enfin, c'est une toute autre approche. J'aime beaucoup Barthélemy Rosso, il y a un son un peu manouche, puis des phrases. Favreau, il est beaucoup plus dans l'improvisation, je dirais. C'est très fort parce qu'il n'y a jamais le même contre-champ, tout ça. Mais voilà, je suis plus proche de cette période-là. Alors quand vous parlez de son un peu manouche, c'est vrai que plusieurs de vos chansons, c'est le cas du cas Sandra, ont un accompagnement un petit peu jazzy, comme on dit. Ouais, ouais. Alors je me suis un petit peu sorti de ça. C'est vrai qu'au début je composais avec un petit peu les mêmes accords, les accords mineurs 6, tout ça, qui sont vraiment très typés, jazz et c'est vrai manouche. Et donc là c'est le travail avec l'arrangeur qui a travaillé donc avec moi, Thierry Garcia, qui a travaillé sur les arrangements des disques d'Alain Leprest, tout ça, et qui m'a fait un petit peu sortir de ses accompagnements et de ses sonorités aussi. C'est avec lui que vous préparez un CD? Voilà, moi j'ai enregistré 12 titres. Alors on s'est beaucoup posé la question s'il fallait le faire guitare, voix, contrebasse, un petit peu justement à la Brassens. Mon producteur n'était pas trop emballé parce qu'il me dit il y aura une comparaison, il faut casser ça. Et donc on a travaillé avec Thierry Garcia sur des arrangements un peu plus ouverts, on va dire, avec beaucoup d'instruments. Et donc oui, on a travaillé sur ce disque qui est pratiquement terminé. Un 12 titres. Voilà. Barjac, un CD, des références, une reconnaissance déjà par les gens qui écrivent comme Michel Quimper. Qu'est-ce qu'une tournée, un début de tournée avec Claude Sémal? Ben oui, hein, tout doucement. C'est devenu votre activité principale? Je suis encore musicien, mais là, disons que j'écris beaucoup. Voilà, je constitue un répertoire. Donc, je tourne très peu. C'est voulu de la part de mon producteur et aussi de l'équipe qui m'entoure parce que j'ai pas non plus suffisamment de morceaux pour assurer un concert complet. Là, je suis dans les premières parties, dans les calls plateau, on va dire jusqu'à 45 minutes. C'est difficile aussi parce que c'est vrai que quand on démarre dans ce métier, on nous demande effectivement d'avoir un répertoire. On n'est plus dans l'apprentissage du métier comme ça se faisait avec les cabarets où on pouvait apprendre le métier avec un petit répertoire de 5 chansons, puis une demi-heure, tout ça. Et là, on nous demande effectivement d'avoir un répertoire d'1 heure. C'est énorme, 1 heure de composition personnelle. Ça demande des années pour écrire ça. Il y a 8 jours, à ce même micro, il y avait Francesca Solville, que vous aimez bien, Oui, et qui évoquait, puisqu'elle a commencé en 1959, elle évoquait l'époque du micro-sillon, où l'on commençait, oui, à faire de la scène, et l'enregistrement, le travail de studio, était un petit peu la cerise sur le gâteau. On faisait ses preuves sur les planches, et ensuite venait le CD. Et dans ses propos, il y avait ce reproche. Elle allait même jusqu'à un petit peu critiquer France Inter, qu'elle écoute fidèlement, mais reprocher que tous les matins, à 7h30, il y avait une présentation, mais de CD. Elle disait, ces gens-là, ils parlent du CD, mais ils ne parlent jamais de l'artiste sur scène. Ça vous parle, cette réflexion? mais disons que
c'est vrai que c'est un métier qui est en train de changer avec le disque qui se vend plus, tout ça. Alors on revient, je pense justement, on va revenir à ce qui se faisait, la musique telle qu'on la faisait, la chanson dans les années 50-60. Mais oui, effectivement, pendant longtemps, le disque, on a présenté des artistes sur disque avant même de les présenter sur scène, alors qu'une chanson, on l'écrit, mais elle évolue énormément quand on la joue. On trouve des trucs, des intonations. Moi, je vais changer un mot ou deux parce que je vois que ça sonne pas. Et si on le fait, si on enregistre d'abord le disque, il n'y a plus d'évolution possible. La chanson est figée. Voilà. Et c'est pour ça, bon, je sais que Brassens travaillait comme ça. Lui, il rodait ses chansons à Bobino. Il aimait bien cette salle. Et il a enregistré une fois que les chansons étaient rodées, qu'il les avait jouées 3 mois. Et il gardait effectivement ces formes qui étaient arrivées à une sorte de perfection. Et l'enregistrement, après, c'est quelque chose qui allait très vite, en fin de compte. Donc, ce que vous faites en ce moment, les premières parties, Oui. les une demi-heure, 3/4 d'heure, c'est un apprentissage pour oui, vous. tout à fait. Vous rendez compte aussi, le répertoire que vous avez, même s'il est réduit, vous voyez comment il fonctionne, et cela vous donne de nouvelles idées pour la suite. Pas forcément, mais là, je vois plutôt Dans la manière. plutôt comment, voilà, le choix l'ordre, voilà, l'ordre des morceaux, par exemple. C'est des questions que je ne m'étais pas du tout posées. Quand on ne fait pas de scène, on ne peut pas se douter qu'effectivement, on ne peut pas aligner les morceaux comme ça. Il y a un ordre, il faut voilà, une chanson peut-être un peu plus... Il y a une chanson pour démarrer un tour de chant, une autre pour finir. Il y a plusieurs écoles là aussi. Hein. On ouais, entend plusieurs ça c'est sons de compliqué. cloche. Ça c'est compliqué. Mais bon, voilà, Francesca, j'en ai parlé. Anne Sylvestre aussi... ses conseils sont précieux. Elle m'en a parlé un petit peu, elle m'a conseillé sur... Je démarrais avec une chanson, elle m'a dit non, ça c'est un peu trop lent, tu devrais démarrer avec ça. Donc voilà, j'apprends. Et j'ai la chance d'avoir de précieux conseils. Alors il y en a qui disent il faut savoir bien rentrer, donc la première chanson, et bien sortir, la dernière. Parce que c'est la première, oui, c'est celle qui emballe, et la dernière, c'est celle qu'on va retenir, que le public va retenir. Oui, c'est vrai que ça se le plus. J'espère que leur conseil à toutes les deux allait dans le même sens. Oui, tout à fait. Sinon, conflit. Puisque vous aimez tant Francesca Solleville, est-ce que je peux vous demander, à partir d'un livre de Raymond Gary, qui s'appelle Ponchon et compagnie, où à la fois, un livre avec un CD à la fin, où à la fois il présente les textes de Raoul Ponchon, à la fois, il présente les chansons des autres qu'il interprète sur le CD, et à la fois, il a demandé à les gens qu'il connaît, un petit peu de la même sensibilité que lui, faire un espèce d'état des lieux. Qu'est-ce que la chanson aujourd'hui ? Si vous le permettez, je vais lire un petit bout et je vais vous demander de réagir, okay. si ça vous convient comme ça. La chanson, c'est une chance de l'avoir rencontrée. J'aimais le piano de ma mère. Quand elle en jouait devant moi toute petite, je partageais bien des choses avec elle. Et puis je me suis très vite rendu compte que la vie pouvait devenir mieux qu'un rêve, une réalité. Qu'il fallait traquer l'émotion et donner le meilleur de nous-mêmes. La chanson nous réunit. Son rôle social, je ne sais pas. Elle me semble désormais chassée de la culture. Plus de théâtre, plus de scène, plus de subventions. Il faut des producteurs qui nous façonnent une image vendable. C'est Francesca qui dit ça, j'ai pas... Oui. D'accord. Réaction à chaud. Alors moi, je suis tout à fait d'accord avec cette analyse, si ce n'est que c'est en train de changer, ça. Justement, avec Internet qui est si décrié, tout compte fait, j'ai l'impression que ça redistribue un peu les cartes, et il y a des gens qui se font un réseau, qui se font connaître et qui n'auraient jamais pu passer sur les radios. Et au bout d'un moment, les radios s'intéressent à eux parce qu'effectivement, ils se font un public, ils arrivent à diffuser leurs titres. Et je crois que justement, le rôle du producteur qui façonnait une image et tout ça, c'est de moins en moins vrai, je crois. Voilà ce que je peux dire sur ce que vous avez lu. Mais je comprends, effectivement, elle a assisté à beaucoup de révolutions dans ce métier. Là, on est en train d'en vivre une, ça c'est certain aussi. Et peut-être revenir justement
à une façon plus saine, entre guillemets, de faire le métier. Un peu plus... L'artiste, effectivement, c'est la scène. Aujourd'hui, je crois qu'il n'y a jamais eu autant de petits lieux. La chanson, enfin, je veux dire, il y a beaucoup de gens qui arrivent à tourner, qui arrivent vraiment à s'exprimer. Et bien qu'ils ne passent pas à la radio, ou très peu, il y a un public pour ça. Voilà, j'ai l'impression qu'on revient un petit peu à une façon de faire de la chanson et de la scène. Quelqu'un de Lyon me disait le CD est mort. Et quelqu'un d'autre en face de lui disait le CD est mort pour les gros producteurs. En revanche, disait-il, le CD va changer d'usage. Il est fait justement pour les petits labels, pour les gens qui veulent rester en dehors des grands circuits. Et là, jamais il n'a tant été un produit, un support pertinent. Je sais pas. Je crois que Du côté des il indépendants. y a une génération qui vient, qui ne connaît pas le CD. C'est le fichier qu'on télécharge légalement ou illégalement. C'est dématérialisé. Et je crois que le CD, pour moi, même si y a des gens qui vont... Moi, je vais acheter un CD. Si j'ai un artiste qui me plaît, bien sûr, j'ai besoin d'avoir ce support. Parce que j'ai connu le CD, j'étais un collectionneur de vinyle, donc j'aime l'objet. Mais il y a toute une génération, celle qui vient, même les trentenaires, ils n'achètent pas de CD, ils téléchargent. Donc je crois effectivement que le disque est fini et que ça va se faire par la scène. Après, ce qui est vrai, c'est que ceux qui perdent de l'argent, c'est les maisons de disques. L'artiste, pas forcément, puisque lui va continuer à faire son métier. Parce que pour un disque, un artiste avec une maison de disques, il va gagner combien? 1 euro sur un album qui va être vendu 15 ou 20. En tant que droit d'auteur, il va toujours gagner la même chose et il va encore plus tourner puisque les gens vont de plus en plus voir justement les artistes sur scène. Enfin, c'est mon avis, mon impression. Je ne sais pas si... Donc une réponse, j'allais dire, orange citron, partagée, nuancée. Voilà, moi je crois effectivement que le CD c'est mort. Je retiens de nos propos, en tout cas de votre point de vue, nous sommes à un moment où les cartes sont en train d'être brassées. On ne sait pas Ouais, forcément quelle main on va avoir à la sortie, mais les cartes sont en train d'être brassées. j'en suis persuadé. Tout ce qui est le téléchargement, il y a beaucoup d'artistes qui mettent leurs titres gratuitement en ligne. Parce que ce qui est important, c'est qu'on parle d'eux, puisque ça va permettre à un public d'aller les découvrir, le bouche à oreille de se faire, et d'aller les voir sur scène, en fin de compte. Donc priorité à la scène, au spectacle vivant. Et c'est ce qui se faisait, je veux dire, bon, c'est effectivement comme le disait Francesca, comme vous me le disiez tout à l'heure, c'était la cerise sur le gâteau, le disque. Les gens allaient voir un artiste ou un cabaret, et puis effectivement, c'était la cerise sur le gâteau. D'enregistrer un album et de prolonger le plaisir, effectivement, de... Comme on achète un souvenir lorsqu'on va à Rome, on va à un spectacle vivant et on Voilà, ramène le il y a ça. souvenir, c'est l'album. Alors je dis pas effectivement qu'à la sortie des concerts, comme ce soir par exemple, il y a des gens qui vont acheter des CD, c'est bien. Mais je pense que la génération qui arrive n'achètera plus de CD, pour moi. Voilà, cherchera sur Internet, non pas un album, mais une ou deux, ou la chanson en tout cas qui les intéresserait. Je pense, je sais pas. Après c'est une question d'éducation aussi, c'est difficile tout ça. La culture. Moi c'est vrai que je suis contre la gratuité, dans le sens où à partir du moment où tout est gratuit, on a tendance à accumuler. C'est humain, quoi. C'est une sorte de désir de vouloir tout posséder gratuitement, et puis on n'écoute rien. C'est comme si on pouvait avoir à disposition 2000 livres, on n'en lirait pas un seul. Et pareil pour la musique, on peut pas, si on télécharge l'intégrale de Brassens, celui qui n'a jamais écouté Brassens, il va télécharger, on va dire, les 150 titres de Brassens. Il en fait quoi? Voilà. Il faut du temps pour découvrir. Et je trouve que ça s'y prête pas, le fait de télécharger. Acheter un livre, on va le lire, il y a voilà, un rapport à l'objet, une disponibilité. Un disque, on va l'acheter, on va l'écouter. Quand on peut tout avoir comme ça d'un clic de souris, je trouve que tout compte fait, on a tout et puis on possède tout, mais on n'a rien, on creuse rien.
Pierre Lebel-Age, on en finira avec ça. Je peux vous demander quelle est la dernière émotion du côté de la chanson que vous avez eue, le dernier chanteur que vous avez entendu et vous vous dites là il y a quelque chose qui m'intéresse. Alors bon, j'ai envie de dire deux choses. Bien sûr, c'était Alain Leprest, la dernière Oui, émotion. émotion. Ouais. On en reste avec Alain Et Leprest? Non. j'ai rencontré quelqu'un qui s'appelle, lors d'un coplateau en Suisse, Nico Étoile. Je ne sais pas si vous connaissez. Non. Je crois que c'est un chanteur de Lyon. C'est très beau ce qu'il fait. Malheureusement, j'ai pas réussi à trouver grand-chose sur Internet. Je ne sais pas s'il tourne beaucoup, mais c'est très très bon. Nico Étoile. Nico Étoile. On va garder ce nom-là. Le vôtre est pas mal aussi, hein, Pierre Lebel-Age, ça sonne bien. On vous remercie, on vous souhaite un bon concert ce soir, et puis sait-on jamais de se retrouver, parce qu'on vous souhaite là aussi, puisque vous avez parlé de temps, on souhaite que vous le preniez ce temps et que vous en bénéficiez. Merci à vous. Merci.